On est parti. Alors rapidement, quelques mots sur France Nature Environnement Île-de-France. Donc, on est la fédération des associations de protection de l'environnement d'Île-de-France. Ça représente environ, aux alentours de 400 associations et 330 000 pardon, adhérents, adhérentes. Notre, mission, c'est vraiment de veiller à la sauvegarde de l'environnement et d'être un mouvement pivot et fédérateur qui permette à l'ensemble des acteurs et des actrices de s'engager, pour la transformation écologique. Nos valeurs, c'est vraiment solidarité, ambition, indépendance et humanisme. On a pour but donc de fédérer ces associations de protection de l'environnement en informant, en organisant des formations, en diffusant notre journal qui s'appelle le magazine Liaison, en faisant plein d'événements aussi, des webinaires, des formations, et aussi de défendre l'environnement grâce à différentes actions. On va dire que le gros de notre travail, c'est surtout de travailler en amont. La partie juridique pour laquelle on est parfois connu, en tout cas la partie contentieuse, c'est vraiment notre dernier recours en fait, hein. Ça représente, on va dire, le dernier maillon de cette chaîne et on met souvent en place des projets comme Sentinelle de la Nature que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme de sciences participatives qui permet aux citoyens et citoyennes de signaler des atteintes ou des initiatives favorables à l'environnement sur la plateforme. Et puis ensuite, ce sont nos services juridiques qui traitent ces demandes et qui sont en lien avec les services de l'État pour les régulariser. Et donc, Cartovégétation s'inscrit complètement dans ce cadre-là. L'objectif de Cartovégétation, c'est de répondre à une problématique qui est une vulnérabilité accrue des écosystèmes. Je pense que vous êtes conscient et consciente qu'on a un déclin de la biodiversité, un effondrement qui est en cours, hein. J'ai mis quelques chiffres qui sont des chiffres plutôt nationaux, mais il faut savoir qu'en Île-de-France, c'est quelque chose qui est encore plus important. À titre d'exemple, les populations d'oiseaux spécialistes des milieux agricoles ont baissé de 45% entre 2004 et 2018, alors que sur l'échelle de la France, c'est aux alentours de 30%. On est évidemment dans une région qui est très artificialisée. Le 95, effectivement, c'est pas la même chose que les Hauts-de-Seine ou que le 94, mais il y a quand même des secteurs qui sont très très densément urbanisés, à plus de 75%. Et donc ça, c'est un paramètre vraiment déterminant quand on cherche à s'intéresser à la fonctionnalité des écosystèmes. Donc nous, ce qu'on a choisi pour travailler sur ces problématiques de vulnérabilité des écosystèmes, c'est de travailler sur les réseaux écologiques, les continuités écologiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a des réservoirs de biodiversité. Donc ici, vous pouvez voir des forêts ou des forêts alluviales qui sont reliées entre elles par des couloirs, des corridors qui peuvent être de différentes formes. Donc on peut avoir un corridor qui est très linéaire avec des alignements d'arbres par exemple. On peut avoir des corridors un petit peu plus complexes, corridors paysagers par ici, et puis des corridors qui sont complètement discontinus. Vous avez peut-être certainement entendu parler de cette notion de pas japonais qui permet à certaines espèces de passer d'îlot en îlot. Donc, on a choisi de travailler sur les continuités écologiques et donc plus particulièrement sur la trame verte parce que le GIEC en fait identifie les continuités écologiques comme l'un des meilleurs moyens pour travailler à la fois sur l'effondrement de la biodiversité, s'adapter au changement climatique et atténuer ses effets. Donc, ce que j'aime bien montrer, c'est pourquoi c'est important de travailler sur la fragmentation des habitats. Et donc, la fragmentation, c'est l'action de l'artificialisation sur des milieux naturels. Pourquoi c'est important? Et bien tout simplement, vous voyez sur le schéma ici du sol, une fois qu'on a recouvert la surface du sol, tout son fonctionnement est perturbé. La réalisation des cycles biogéochimiques, du carbone, du nitrate, du potassium, du phosphate est beaucoup plus difficile, voire impossible à réaliser. Et donc, les conséquences, elles sont simples, c'est plus d'inondations, plus de sécheresse et de canicules, plus de pollution et moins de biodiversité. On voit, on va dire, la représentation de cette perte de fonctionnalité, justement. On a le delta, en fait, ici, de température, et donc cette évolution en fonction des milieux, quand on est dans un milieu où il y a, qui est plus rural avec plus de végétation et un milieu plus densément urbanisé, évidemment, il y a une différence sur la régulation de ces niveaux de température. Donc le constat, c'est le suivant. L'urbanisation détruit les continuités écologiques. C'est une vérité. C'est pas une fatalité pour autant. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. C'est notre priorité de travailler sur ce sujet-là et en fait d'enrayer le déclin de la biodiversité. Donc comment on peut faire? Eh ben, ce qu'on a choisi avec Cartovégétation, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision qui est destiné vraiment aux aménageurs pour créer des dynamiques locales qui soient suffisamment fortes en fait pour protéger et pour favoriser les continuités écologiques et vraiment dans cette volonté de travailler avec les acteurs et les actrices et de pas se cantonner à une certaine partie de la population ou à certaines personnes. C'est vraiment important en fait de pouvoir travailler ensemble. Alors
rencontre quand on a voulu développer cet outil, c'est que les cartes dont on disposait, donc quand le projet a commencé en 2017-2018, étaient en fait pas suffisamment précises. Notamment, on avait des cartes qui permettaient d'aller à une précision de 500 mètres carrés ou 2500 mètres carrés. Mais quand on s'intéresse à des milieux urbains, périurbains, que ce soit dans des zones denses ou dans des zones un peu moins densément peuplées, c'est très compliqué en fait de distinguer tout ce genre de choses, tous les espaces verts en fait qui sont dans le tissu urbain. Et donc, il y avait aussi un manque de connaissances en fait sur la trame verte. C'est un concept qui était déjà plutôt éprouvé puisque ça apparaît en 2012, en 2016, il y a la loi sur les continuités écologiques. Mais en fait, dans la planification, vraiment, la traduction opérationnelle de cette trame verte dans les documents de planification urbaine et dans l'aménagement du territoire, elle a été relativement difficile, ou en tout cas, il y avait quelques exemples. Mais donc, l'ensemble de ces choses faisait qu'on avait une planification qui était relativement peu efficace. Effectivement, quand vous n'avez pas des données suffisamment précises et quand il n'y a pas eu encore beaucoup de collectivités qui sont saisies du sujet, c'est assez compliqué d'avancer. Donc, comment on fonctionne? Cartovégétation, c'est structuré autour de 3 comités. Donc, il y a un comité de pilotage qui est composé des fédérations et des associations du projet, un comité technique avec des experts, et puis on est en lien régulier avec l'IGN, l'Université de Paris-Cité, l'Agence régionale de biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle, et puis la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, enfin de la biodiversité, avec qui on travaille vraiment très fortement, et puis un comité des partenaires avec les financeurs du projet. Donc concrètement, qu'est-ce qui est produit? Il y a, on va dire, 3 différents niveaux dans ce projet. Le premier niveau, c'est des cartes très précises de couverture du sol. Donc quand je parle de carte de couverture du sol, c'est comme si vous regardiez sur Google Maps, non pas la photo aérienne, mais le plan en fait. Donc c'est une cartographie très précise à 1 mètre près, avec différents types de milieux, les routes, les conifères, les feuillus, les prairies, etc. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par ces données vraiment très techniques, on est parti d'une donnée de l'IGN, on a ensuite enrichi avec un certain nombre de données pour avoir des précisions sur les milieux agricoles. Est-ce que c'est des prairies permanentes? Et dans ces cas-là, le passage des espèces est relativement simple. Et puis on a ajouté tout ce qui va structurer le paysage, c'est-à-dire les voies ferrées, le bâti, etc. Ensuite, donc là, c'est un exemple de ce qu'on peut voir en fait dans la cartovégétation. Vous avez à gauche le mode d'occupation du sol, pardon, et puis à droite les cartes de paysage, donc du projet cartovégétation qu'on appelle aussi COSIA enrichi. Voilà, donc en tout cas cette comparaison entre les deux, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on zoome au même endroit, à la même échelle, vous voyez qu'il y a vraiment une différence assez importante dans ce milieu urbain où on ne distingue pas évidemment tous les espaces végétalisés qui peuvent être intéressants en fait pour le déplacement des espèces. Donc ça, c'est une illustration à plus grande échelle, on va dire, des cartes qu'on peut produire vraiment sur la couverture du sol. Donc là, c'est la communauté d'agglomération de Plaine Vallée. Et donc, on voit cette déclinaison des différents milieux d'occupation du sol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on produit aussi des indicateurs qui sont disponibles sur une plateforme. Donc là, je vais vous faire quelques exemples et puis après, je vais vous montrer directement sur la plateforme. Donc, vous avez plusieurs indicateurs. Là, vous voyez, on peut sélectionner un territoire. Et donc, on a sur le tableau de bord à droite la part de surface végétalisée, la part de surface artificialisée, puis il y a aussi la part de surface cultivée. Et puis, on a d'autres indicateurs un petit peu plus précis, on va dire, dont je pourrais vous parler après. On peut avoir des représentations aussi sous différentes mailles en fait de ces indicateurs. Donc là, par exemple, c'est la maille de l'îlot morphologique urbain. Alors, c'est un nom un petit peu compliqué, mais ça veut surtout dire le pâté de maison en fait. C'est l'Institut Paris Région qui a créé cette maille. Et en fait, tout ce qui est cerné par une route, tout ce qui est entouré d'une route, ça fait un îlot morphologique urbain. C'est ça qu'on dit à l'échelle du pâté de maison. On peut aussi avoir des mailles plutôt hexagonales. Donc là, c'est des mailles hexagonales de 300 mètres. Et là, on a une représentation de l'indicateur de végétation. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on tape cartovégétation.fne-idf.fr. Donc c'est le portail, la première page de garde. Ensuite, quand vous descendez, vous pouvez aller dans Exploration. Alors si vous voulez, il y a quelques informations évidemment sur nous, sur le projet, sur les données, les partenaires. Et quand on va dans Exploration, en fait, on peut cliquer sur ce menu. Et donc la carte va se charger. Et donc là, vous allez directement avoir un petit pop-up qui va vous expliquer deux, trois petites choses, comme on affiche les cartes. Voilà, tout est expliqué, les différentes fonctionnalités. Et sinon, vous voyez, c'est un explorateur un peu comme Google Maps. Si vous voulez, par exemple, donner une adresse que vous pouvez écrire dans le chat, je peux directement aller dessus pour aller voir. Une personne qui veut qu'on aille voir dans son jardin, si jamais
jamais c'est bien représenté. Alors ça me permet de parler d'une chose, c'est que c'est une cartographie. Comme toutes les cartographies, il y a forcément des erreurs. Donc il est possible que tous les arbres que vous connaissez ne soient pas forcément là. Il peut y avoir aussi quelques erreurs qui vont être ici plutôt liées à la confidentialité, c'est-à-dire que l'IGN, quand l'IGN fait tourner la classification, donc qui est un modèle de machine learning, toutes les données qui sont liées aux prisons, aux bases militaires, etc., c'est des choses qui sont brouillées, et donc parfois la classification de ces zones-là, elle est pas très, elle est légèrement mauvaise, et donc c'est de l'eau parfois qui est représentée. Si jamais vous voyez de l'eau en plein milieu d'un fort, par exemple, bah, vous saurez que c'est parce que c'est des données qui sont sensibles et qui sont pas ouvertes. Donc là, on se trouve à Weimar. Merci Sophie d'avoir joué le jeu. Donc ce que vous pouvez faire avec cette plateforme, c'est que vous pouvez choisir votre fond de carte. Donc ici, il y a une petite bulle en bas. Soit je peux choisir d'avoir un fond blanc pour bien faire ressortir les données qui sont affichées, mais je peux aussi choisir de mettre la photographie aérienne. Et donc ici, quand je joue sur le curseur d'opacité que vous voyez, eh ben, je peux faire apparaître en fait la photo aérienne derrière. Donc ça, c'est assez pratique si vous voulez comparer. Donc là, on peut zoomer vraiment très précis, hein. Par exemple ici dans le centre-ville. Et donc vous voyez que la carte, elle est vraiment très très précise. On peut quasiment distinguer l'ensemble des arbres. Ce que je voulais vous dire aussi sur cette donnée, c'est que c'est une donnée qui est réalisée à partir des données de 2021, des photos aériennes qui ont été prises en 2021. Donc depuis 2021, vous vous doutez bien qu'il y a des changements qui ont eu lieu. Donc si effectivement il y a des aménagements qui ont eu lieu entre 2021 et maintenant, ils ne figureront pas sur ces cartes. Mais c'est une volonté d'actualiser les cartes régulièrement, et donc l'IGN a fait une nouvelle acquisition de données en 2024. Et les photos aériennes sont bientôt disponibles, et le jeu de données qu'on utilise qui s'appelle COSIA, dont je vous parlais tout à l'heure, sera aussi bientôt disponible. Donc ce qu'on peut faire maintenant sur cette plateforme, vous voyez ici à gauche, il y a un menu déroulant. Donc à chaque fois, vous pouvez aller chercher en fait des données. Donc là, c'est les limites administratives. Donc si je veux mettre les limites des communes, bah, je clique sur limites des communes, et puis elle apparaît ici dans le volet de droite, qui va me permettre de visualiser en fait plus facilement les communes. Ensuite, dans l'occupation du sol, vous pouvez filtrer si vous voulez avoir uniquement la surface végétalisée, la canopée, la surface cultivée, etc., etc. Je ne vais pas tout faire, mais pour vous donner un petit exemple, si jamais on veut faire ressortir uniquement la canopée, voilà comment on peut l'isoler. Ensuite, vous avez les différents indicateurs, indicateurs de végétation et indicateurs d'artificialisation. Et donc après, vous pouvez choisir les différentes mailles dont je vous ai parlé. Vous allez voir, ça fait des cartes assez sympas. Donc là, je peux, si je veux retirer la canopée pour avoir voilà, les espaces artificialisés. Si jamais je veux, donc là on a une donnée qui est quand même assez précise, une maille de 300 mètres, c'est assez précis, mais je peux aussi aller encore plus précis sur l'îlot morphologique urbain. Et donc là, ça donne des résultats qui sont assez chouettes. On peut vraiment bien identifier où se trouve l'artificialisation. Donc à l'inverse, on peut faire exactement la même chose pour la surface végétalisée. Et donc là, vous avez des cartes qui sont un petit peu différentes. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer sur l'explorateur. Donc ça fonctionne vraiment comme Google Maps. Vous pouvez cliquer, mettre une adresse. Vous pouvez aussi mesurer des distances. Voilà, si je veux savoir quelle est la distance entre deux espaces végétalisés, par exemple. Ou alors, si jamais je me dis, ben, tiens, ça serait peut-être intéressant de revégétaliser tel endroit. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Voilà, ici, entre deux forêts, enfin, bon, c'est des petits boisements, on va dire. Là, il y a certainement une parcelle agricole, mais peut-être on voudrait essayer de réduire l'artificialisation à certains endroits, et donc on peut se dire bon bah j'aimerais bien mesurer en fait voilà tout cet espace. Je sais que voilà, je vais avoir grosso modo 2 hectares, peut-être que ça va être l'espace que je souhaite renaturer. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez aussi quelques données sur la trame verte, mais comme on n'en a pas encore parlé, je vous laisserai aller découvrir par vous-même. Vous avez aussi un tableau de bord. Ça, c'est vraiment intéressant si vous voulez aller creuser dans le détail. Je vais vous montrer ça très rapidement pour pas rester trop là-dessus. Mais vous choisissez en fait en haut quelle est la maille que vous voulez utiliser. Donc, est-ce que c'est une maille à 300 mètres, 1000 mètres, Iris? Iris, c'est la maille de l'INSEE, correspond à 2000 habitants. Donc ça, c'est aussi intéressant si jamais on veut croiser avec des données plutôt liées à la population. Bon, voilà, là, je peux prendre par commune, par exemple. Et donc, on va avoir ce tableau de bord que vous voyez tout à l'heure en fait dans la présentation qui s'affiche ici. Et donc, on peut filtrer encore par commune. On peut aller directement, si on veut, sur la commune de Weimar que nous avez proposé. Je regarde. Ah, pardon, j'ai pas vu, Sophie, que tu avais mis précisément une adresse. C'est dommage, on n'ira pas voir ton jardin. Alors, si on va sur Weimar, qui est juste ici, on va avoir les chiffres qui vont s'actualiser en fait une fois qu'on va cliquer sur la commune. Et donc, on a effectivement ici tout le détail, 31% de surface végétalisée,
17,9% de surface artificialisée. C'est des chiffres qui peuvent être complètement différents de tous les chiffres que vous pouvez avoir en fait avec les données, on va dire, officielles. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est que la majeure partie des données qui sont utilisées, qu'elles soient cadastrales ou de l'Institut Paris Région ou autres, c'est des données en fait qui généralement résonnent en mode d'occupation du sol, c'est-à-dire que c'est l'occupation majoritaire d'une parcelle qui va être retenue. Admettons, si j'ai, je sais pas moi, 500 mètres carrés, s'il y a 200 mètres carrés d'espace végétalisé et 300 mètres carrés de route, on va considérer que c'est une route ou que c'est un espace artificialisé. Alors que nous, on prend chaque arbre, chaque espace végétalisé pour faire cette comptabilisation-là. Donc, généralement, les données sont complètement différentes. Voilà, et puis il y a quelques petites fonctionnalités intéressantes. Vous voyez ici, c'est le lasso. Par exemple, si vous voulez savoir sur 3 communes comme ça, quels sont les indicateurs sur ces 3 communes-là, vous pouvez avoir des informations. Voilà, je rentre pas plus dans le détail. Vous pourrez naviguer si vous le souhaitez. On va repasser sur la présentation. Je pense que ça va charger pour vous et ça va se mettre en place. Donc là, on a fini les indicateurs. Donc ça, c'était vraiment le premier niveau de cartovégétation, c'est des données sur la couverture du sol, vraiment sur comment se compose le sol quand on le regarde du ciel. Ça, c'est vraiment important aussi. La deuxième chose qui peut faire varier les données, notamment de canopée, c'est qu'un arbre qui est planté en ville, par exemple, vu du ciel, on voit la canopée, donc une surface relativement grande. On considère que c'est ça qui est végétalisé, mais peut-être que le pied d'arbre, il n'est pas du tout végétalisé et que c'est entièrement bitumé au sol. Donc, le premier niveau, on est vraiment sur des données de couverture du sol, des indicateurs pour vraiment rentrer plus loin dans la compréhension du territoire. Maintenant, on va passer sur le deuxième niveau, on va dire la deuxième phase, il n'y a pas de hiérarchie. Mais nous, notre objectif, c'est d'avoir une approche sur la trame verte, donc sur les continuités. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, de passer d'un réservoir à un autre par un couloir de déplacement. Donc, on utilise un logiciel qui va produire les cartes que vous voyez là, avec en vert, toujours en vert, les habitats et en bleu, les chemins de déplacement des espèces. Il y a plein d'approches pour cartographier la trame verte. Bien souvent, dans les documents de planification ou dans les documents de territoire ou même dans les ABC parfois, c'est souvent une approche qui est faite par habitat, par structure. C'est-à-dire, on a la connaissance qu'il y a une forêt qui est là, donc on se dit, OK, c'est un habitat. Là, il y a une haie, donc potentiellement, ça peut être un corridor. Nous, l'approche, elle est légèrement différente. On fonctionne aussi avec une approche avec des habitats, mais on va avoir une approche par espèce. C'est-à-dire, ce groupe d'espèces-là, comment est-ce qu'il va se comporter quand il veut aller d'un milieu à un autre. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est un peu innovant avec ce logiciel. Donc c'est un logiciel qui est porté par des scientifiques, beaucoup de l'université de Bourgogne-Franche-Comté, du laboratoire Théma. Et donc c'est l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est accepté et reconnu par les scientifiques, par les institutions et les collectivités et par les associations. Donc ça crée vraiment en fait un cadre qui est assez serein, on va dire, pour l'ensemble des acteurs et des actrices du territoire. Donc nous, on a choisi pour représenter la trame verte d'avoir un socle commun qui porte sur les milieux arborés, les milieux ouverts pour l'instant. Après, ça c'est quelque chose qui s'adapte en fait en fonction des territoires qu'on va étudier. Donc les 6 groupes d'espèces que vous voyez là, nous on ne travaille pas avec des espèces à proprement parler, on travaille sur des groupes d'espèces, donc les mammifères ou les micro-mammifères des milieux arborés, ou alors les passereaux des milieux arborés par exemple. Et donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un équilibre en fait entre espèces terrestres, espèces volantes et espèces à faible, moyenne ou forte capacité de déplacement. C'est vraiment l'équilibre qu'on a cherché à trouver. Donc en plus de ces 6 groupes d'espèces là, qui sont plutôt des groupes d'espèces, on étudie dans des milieux périurbains ou un petit peu urbanisés, ils peuvent évoluer si jamais on est sur des territoires plus agricoles ou des territoires vraiment très forestiers. Ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. Et donc, on va renseigner, en fait, on va faire des profils écologiques. Donc, ces profils écologiques, comment est-ce qu'ils sont déterminés? Eh bien, c'est le comité technique dont je vous parlais tout à l'heure qui travaillait sur ces profils écologiques, fait pas mal de bibliographie. On est en lien aussi avec la LPO qui a beaucoup de données sur ces sujets-là et puis les chercheurs dont je vous ai parlé. Et donc, on va ensuite déterminer chaque groupe d'espèces, comment ils se comportent dans chacun des milieux qu'il essaye de traverser. Par exemple, très simplement, un micro-mammifère des milieux arborés, donc par exemple un hérisson, quand il veut passer d'un habitat à l'autre, ça va être relativement facile pour lui ou très favorable de se déplacer dans une prairie. Ça va être favorable, voire peut-être légèrement défavorable quand on va sur certains chemins ou certaines routes. Et puis quand on arrive sur une grosse route, c'est très défavorable. Et puis un bâtiment, il ne le franchira jamais, c'est une barrière. Donc l'ensemble de ces données renseignées, elle va nous permettre de faire ces cartes-là. Donc vous voyez toujours en vert en fait les habitats. Et puis
ici en bleu les chemins de déplacement, des espèces. Donc, là, vous pouvez voir par exemple ici ce gros habitat en vert qui est relié par ici ce petit habitat. Ce que vous voyez en violet, c'est toutes les aires de déplacement potentielles, c'est-à-dire tous les endroits où les espèces peuvent se déplacer pour réaliser leur cycle de vie. Et donc pour nous, c'est vraiment très important de représenter ces endroits-là parce que c'est bien beau d'avoir, le meilleur chemin, le chemin le moins coûteux pour l'espèce pour passer d'un habitat à un autre, mais on sait très bien qu'une espèce, elle reste jamais sur un linéaire, un chemin, vraiment tout simple. Donc c'est très important aussi de prendre en compte en fait, tous les corridors qui sont autour. Donc là, j'aime bien montrer cette petite carte parce que ça fait souvent réagir les gens. Donc ça, c'est, la carte des réseaux écologiques des micro-mammifères des milieux arborés, donc par exemple du hérisson. Donc évidemment, il y a très peu d'habitats, dans Paris et puis, les chemins de déplacement sont, très, très restreints. Ce que vous avez en plus comme information sur cette carte, c'est des points rouges. C'est des points rouges en fait, d'espèces qui ont été recensées, donc ici de hérissons, qui nous permettent en fait de confirmer ou d'infirmer, les modélisations. Et là, vous avez une carte des passereaux des milieux arborés. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on étudiait, les déplacements des espèces. Il faut savoir qu'il y a certaines espèces où c'est intéressant de distinguer différentes parties de leur cycle écologique. Donc là, on a la période de nourrissage et ici, vous avez la période de dispersion et la période de nourrissage. La période de nourrissage étant le moment où les espèces se contentent d'espaces plus petits et vont vraiment se déplacer sur des plus petites distances. Donc là, on avait la carte précédente où les aires de déplacement potentielles dont je vous parlais ici étaient très restreintes, vraiment autour de certaines zones d'habitat en période de nourrissage, donc très peu de déplacements en fait en dehors de ces habitats uniquement pour aller chercher un petit peu à manger, alors qu'ici on voit qu'en période de dispersion les espèces sont capables d'aller un petit peu partout. Le gradient de violet évidemment symbolise la probabilité de passage de la même manière que la grosseur des corridors que vous voyez. Donc ensuite on est capable de réaliser des cartes à l'échelle soit de sous-trame, soit d'une trame en entière. Donc là on voit la carte de la trame verte au niveau de Paris, avec les réservoirs qui sont occupés par un, deux ou trois groupes d'espèces. Donc, comment est-ce qu'on utilise toutes ces données? À quoi elles servent? Ça, c'est un peu le troisième niveau en fait de cartovégétation, on va dire. Il y a plusieurs choses et à la fois c'est simplement pour améliorer les informations qu'on a sur la trame verte et puis on peut aussi aller faciliter l'aménagement du territoire et la planification écologique. Et notamment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir accompagner les acteurs et les actrices et d'être avec vous pour que vous puissiez vous saisir de ces données et pour vous donner des recommandations qui sont vraiment adaptées à votre territoire. Alors, juste quelques petites idées et puis après ensuite Lise vous présentera quelques réalisations parce que comme elle vous l'a expliqué, elle est plutôt chargée de la mobilisation et de l'accompagnement des acteurs et des actrices. Donc ici, vous avez la carte des continuités écologiques qu'il y a dans le PLU de Draveil. Alors, évidemment, on n'est pas du tout là pour critiquer, on a juste pris au hasard une commune. L'idée, c'est pas du tout de dire est-ce que le PADD a été bien fait, mal fait, pas du tout. C'est simplement pour montrer les compléments que l'outil cartovégétation peut apporter. Donc, vous voyez ici cette flèche-là, verte, qui symbolise en fait dans la légende les continuités à renforcer. Ce qu'on peut voir ici à droite avec les cartes que nous on a fait, c'est qu'effectivement, il y a des endroits où ça semble plutôt bien connecté, mais il y a d'autres endroits où ça semble quand même très peu connecté. Et donc, c'est vrai que c'est bien de dire il faut renforcer les continuités, mais quand on ne sait pas où précisément, bah, c'est toujours un petit peu délicat. Donc ça, c'est une image de la connectivité vraiment sur le territoire. Alors évidemment, on a une forêt, la forêt de Sénart, donc forcément la connectivité est très forte à cet endroit-là et beaucoup plus faible à d'autres endroits. Mais ça nous permet de voir vraiment dans le tissu en fait urbain comment les espèces peuvent se déplacer et quelle est la valeur de la connectivité. Donc on voit ici que même dans un milieu de lisière très proche, il y a des grosses ruptures de connectivité et donc qui serait déjà dans un premier temps intéressant de travailler ici avant de pouvoir s'attaquer à cette zone ici blanche qui est vraiment très peu connectée. Vous avez ici un exemple de ce qu'on peut faire aussi, mais là plutôt d'un point de vue de la restauration. On a testé les 10 endroits qui permettraient de maximiser le gain de connectivité. Alors, dit comme ça fait très technique, très quantitatif. En fait, le but, c'est simplement d'essayer d'identifier les 10 endroits, parce qu'on avait choisi 10 endroits où ce serait le plus important d'aller faire des efforts de renaturation. Donc ici, c'est le même exercice sur la restauration. Et donc, on a fait ce travail sur Arcueil. Et donc, vous avez des petits zooms en fait, de ces endroits où il a été identifié que serait le plus intéressant en fait, de pouvoir faire des opérations de renaturation. C'est une première approche, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ici, sur cette
communes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est de pouvoir voir que beaucoup de points en fait étaient localisés le long de cette espèce de grande continuité qu'il y a là, qui est la continuité principale de la ville, mais qui est très discontinue en fait. Et donc dans un premier temps, c'était important de pouvoir essayer de restaurer cette continuité. On peut aussi identifier quelles sont les intersections entre les chemins de déplacement des espèces et les voies. Donc ici, les voies à forte circulation ou à moyenne circulation. Et donc ça peut permettre à la fois de repérer les endroits où il y a des plus gros risques de collision, mais ça peut aussi être un moyen de prioriser si jamais on recherche à faire des passages à faune. On peut aussi faire du lien avec l'adaptation au changement climatique, mais aussi avec les atlas de la biodiversité communale, d'un sens comme dans l'autre. Nous, cartovégetation, ça peut enrichir les atlas de la biodiversité communale, et les atlas de la biodiversité communale nous permettent d'enrichir les cartes qu'on fait sur les différents territoires. Donc je te laisse la parole, Lise. Ce qui concerne notre accompagnement avec certaines communes, là, on va vous en présenter 3. Donc, tout d'abord, à Romainville, on les a aidés dans leur réaménagement d'une ZAC. Et donc il s'agit de cet espace-là qui était en fait donc un espace très urbanisé, très proche des lignes de chemin de fer, avec une friche aussi, par exemple, et en fait qui était surtout comprise entre un espace naturel boisé très intéressant, avec également tout un autre espace au nord, espace d'intérêt écologique. Et donc, il y avait un fort enjeu dans le réaménagement de la ZAC de protéger, de vraiment favoriser préserver les continuités écologiques pour permettre toujours le passage donc de permettre le passage entre donc les 2 réservoirs identifiés au nord et au sud de la ZAC. Et donc nous, en faisant des premières modélisations, on a pu constater qu'avant réaménagement, il y avait donc plusieurs habitats qui étaient donc des réservoirs pour le passage de la faune, ainsi que des passages bien précis. Et nous avons travaillé plus précisément sur les secteurs côteaux qui étaient au sud de la ZAC et qui servaient vraiment de point d'entrée de la ZAC et qui permettaient donc de relier vraiment les 2 habitats au nord et au sud. Donc plus précisément, on a pu fournir toute une carte de la végétation existante avant le réaménagement et préciser les passages de la biodiversité. Et donc, en travaillant avec un bureau d'études qui était en charge du réaménagement de la ZAC, donc on s'est basé sur leurs propositions. Et donc, nous, en fonction de nos cartes qui ont été produites, on a pu complémenter leur travail pour vraiment pointer les points d'attention sur la préservation de l'existant. Donc, par exemple, voilà, eux, ils ont gardé une grande coulée verte dans la ZAC pour favoriser justement donc, vraiment cette continuité au sein de la ZAC, et on a vraiment pointé du doigt l'importance de préserver cet endroit-là et de préserver tout ce qui existait déjà, et voilà, de vraiment mettre un point d'attention sur la perméabilité des aménagements pour que la faune puisse toujours traverser malgré les nouveaux îlots qui se reconstruisent. Et voilà. Et donc, on a eu un retour d'expérience de la chargée d'études à Romainville, donc qui nous a fait appel à Cartovégetation pour préserver et renforcer vraiment ces continuités écologiques présentes au niveau de la ZAC, et donc qui a trouvé que nos recommandations étaient essentielles dans le cas d'un réaménagement, et qui donc, recommande vivement l'outil et qui n'hésitera pas à nous mobiliser encore pour de futurs projets dans la ville. Donc voilà, je repasse la parole à Antoine qui va nous parler d'Arcueil. Alors effectivement, là on était plutôt sur un projet. On a un accompagnement au stade du projet. Avec cartovégétation, voilà, on peut vraiment s'adapter. Et donc là, le travail qui a été mené avec Arcueil, c'était assez intéressant. C'est vraiment un de nos territoires pilotes. Et donc, il y a eu un travail vraiment sur le long terme avec la commune de Romainville, à la fois avec les services techniques, avec le service parc et jardin, et avec le service urbanisme, et avec les élus. Alors, c'est vrai qu'il y avait un élu qui était très, très moteur sur le sujet, François Le Scheider, qui d'ailleurs, je pense, sera très content de pouvoir échanger sur le sujet si jamais vous le souhaitez. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà, dans un premier temps, c'était intéressant pour eux de mieux connaître quels étaient les espaces verts de leur ville, et donc de se rendre compte qu'effectivement, même s'il y avait il y a 30% d'espaces végétalisés, dont 18% de surface de canopée à Arcueil, mais que c'était très 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 discontinu. Et il y a vraiment une fragmentation, là on peut le voir, qui est très très importante. Il n'y a pas de grands ensembles ou de grands parcs, et donc il y a un réel challenge en fait pour travailler sur les continuités écologiques au sein d'Arcueil. Donc ça, c'est la carte finale qu'on leur a fournie sur les continuités.
C'est une carte qu'ils utilisent d'ailleurs même toujours actuellement, dans le cadre de la révision du PLUI, du Grand Thor Lycenne-Bièvre pour en fait pouvoir améliorer la prise en compte des continuités, des habitats dans ce plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, c'était un peu le point de mire. Ils savaient déjà qu'il y avait la révision qui était en cours et donc il y avait rien en fait quasiment dans l'OAP, biodiversité sur Arcueil et ils voulaient vraiment avoir plus de données. Donc finalement, les travaux ont duré un petit peu plus longtemps et c'est pas dans l'OAP que figureront, ces données. Mais en fait, ils ont utilisé donc cette carte-là et puis, les déclinaisons qu'on a pu en faire. Parce que pour eux, c'était pas forcément très évident en fait de pouvoir, prendre ces cartes-là et les intégrer directement dans un PLU. Donc là, on a fait une carte un petit peu plus opérationnelle en faisant ressortir l'ensemble des espaces verts qui étaient présents en fait dans ces continuités sur cette carte avec les habitats qui sont rayés là. Et puis on a fait des cartes par quartier pour vraiment faire ressortir chaque espace déterminant pour le déplacement des espèces. Et puis on a aussi, alors c'est ça, c'était pas dans la commande initiale, mais ça a été voilà dans nos discussions quand on a une grande voirie comme la A6 qui passe, qui tranche en fait vraiment le territoire. C'est évidemment la plus grosse discontinuité et ils avaient envie d'avoir quelques pistes en fait pour avancer sur le sujet. Donc on en a localisé plusieurs. Il y a la rue de Stalingrad qui se trouve ici, qui est en fait un pont qui passe au-dessus de la A6, qui était en fait ressorti dans les simulations de génération des meilleurs endroits pour renaturer. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est un pont, quand on est allé voir sur le terrain, qui est un pont qui n'est pas très utilisé, qui avait avant 2 voies, mais qui a été restreint à une seule voie, avec quelques plots. Il y a 2 trottoirs, mais on sent qu'il y a peu de passages, qu'il y a de la végétation spontanée qui commence déjà à se développer. Donc on leur a dit, bah, ça, ce serait un endroit intéressant en fait pour peut-être favoriser le déplacement des espèces. Et eux, y avaient déjà pensé en fait. Donc ça, c'était assez marrant de voir qu'on arrivait sur les mêmes conclusions. Et eux, ça a réactivé un peu cet échange-là. On a un deuxième passage qui se trouve, pardon, juste ici, qui est en fait un passage qui est déjà existant. Il y a un pont en fait en dessous et c'est cet espace-là qui est assez important en fait pour la végétation. Et puis le troisième endroit, c'est cet espace-là qui est aussi c'est souterrain, la assise passe au-dessus. Et en fait, c'est un endroit où il y a un talus qui est certes plutôt, je sais pas exactement quelle est la matière, mais ça fait pratiquement un mur en fait. Il y a des gabions, mais il y a aussi une importante part végétalisée et c'est clairement un espace qui, s'il était mieux réaménagé, pourrait permettre le déplacement des espèces. Et en fait, par là, donc là on voit pas, mais toute la partie est et sud, c'est vraiment une jonction avec une grosse trame, enfin avec une grosse continuité verte. C'est assez, ça tombait bien aussi qu'on réactive en fait ces discussions-là parce que sur cet endroit-là, il y avait vraiment un gros enjeu en fait pour la commune de réaménagement d'un endroit qui est très minéral en fait et même qui est pas très agréable pour les habitants. Et donc ça leur donnait des éléments supplémentaires travaillés sur cet endroit. Donc là, j'ai juste une petite vidéo de Carole Thomas qui est la chargée de mission qui va vous dire 2 mots sur le travail qu'on a pu faire. Donc, ce que je voulais dire au sujet de cette étude donc cartovégétation menée cet été avec la FNE, c'est d'abord que ça permet finalement de replacer vraiment les animaux, la faune, au cœur des préoccupations d'une ville. Alors, ça peut paraître un peu simpliste, mais quand on parle biodiversité à différents services et qu'on travaille sur l'urbain, sur la ville, eh bien, c'est très compliqué de sensibiliser, de vraiment impliquer les services sur la protection en fait des lépidoptères, des petits mammifères. Et là, tout d'un coup, on visualise sur une carte à la fois des habitats, mais surtout des zones potentielles ou avérées de déplacement. Et ça devient concret en fait. On ne parle pas seulement de trame verte. En fait, on parle de trame verte appliquée à la faune, enfin de corridors écologiques vraiment appliqués à la faune. Et ça, c'est vraiment le premier intérêt que j'ai vu dans l'outil. Le second intérêt, eh bien, c'est de considérer les fameux corridors un peu différemment de l'approche habituelle. Donc l'approche habituelle, j'allais dire, étant à la règle, en fait, des espèces de lignes. Aussi, les services urbanisme souvent imaginent bon, des choses un peu courbes, mais comme si on avait une route écologique, alors on est sur
un point de précision, du pointillé finalement avec l'outil de la FNE qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus près de la réalité. Et puis le troisième point que je soulignerais, c'est vraiment l'adaptabilité de l'équipe à nos questions, à nos besoins, quand c'est pour passer devant un bureau municipal, lorsque c'est pour travailler avec une équipe urbaine. Enfin, on sent vraiment une approche de proximité qui est intéressante et qui rend l'outil très opérationnel. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que la conclusion un petit peu de ce travail qui a été réalisé, c'est que là, les arbitrages sont en cours et il y a de grandes chances, en tout cas, que le service urbain accepte de sanctuariser en fait un grand nombre d'espaces, soit en espaces verts protégés. Alors, c'est plutôt, c'est une notion qui n'a pas vraiment de base juridique, mais en tout cas qui est liée intimement aux espaces paysagers protégés, le L151-21 ou 23 du Code de l'urbanisme, et donc qui permet de protéger un certain nombre d'espaces. On a essayé de les amener plutôt sur des notions d'EPC, d'espaces boisés classés, qui est quand même pour les espaces arborés, pour les arbres, la notion la plus protectrice, mais c'est pas toujours facile d'emmener tous les services urbains sur ce domaine-là. En tout cas, voilà, c'était très intéressant. Alors, on va peut-être pas la remettre, passer à la suivante. Donc là, je te relaisse la parole, Lise, si tu veux bien Oui, poursuivre. donc pour finir, un dernier exemple avec Chaville dans le 92. Donc, tout d'abord, en fait, dans le cadre d'un pacte pour un urbanisme responsable qui est aussi appelé PUR, au sein de la ville, en fait, il y a une organisation d'un comité d'élus, d'experts, d'urbanistes, etc., donc qui traite des questions d'urbanisme. Et dans ce cas-là, on a travaillé sur la construction d'un îlot immobilier. Et avant, il y avait eu donc cette proposition de plan avec très peu d'espace vert, etc. Et après avoir fait un passage avec Carto-Végétation, en montrant que le lot immobilier était en plein passage d'un corridor, après discussion, on a réussi à changer les plans de manière à que le promoteur met en place 3 fois plus d'espace vert donc sur l'IMO immobilier qu'il a construit. Donc voilà. Et ensuite, après cela, on a continué à travailler avec la ville de Chaville. Donc, pour leur proposer, pour vraiment étudier toutes les continuités écologiques sur leur ville, à savoir que la commune est en fait séparée par 2 grands boisements et donc la ville vraiment s'insère entre les 2 boisements avec plusieurs voies ferrées et plusieurs routes. Donc, l'enjeu de la continuité des passages écologiques est vraiment importante. En plus des mobilisations qu'on a faites, on a préconisé 10 points d'intérêt où il serait le plus intéressant de recréer des habitats pour renforcer les continuités existantes. Et donc, à cette occasion-là, on a également travaillé en collaboration avec un bureau d'études qui s'appelle Arpastrans, qui, eux, ont fourni une carte plus généraliste de la trame verte en travaillant sur un très large nombre d'espèces et donc qui se sont concentrés sur un indice de connectivité des îlots immobiliers. Et donc, en mettant en commun nos cartes produits respectives, on a proposé plusieurs zones, en fait, avec différents enjeux de connectivité, avec des zones aussi à renaturer, qu'on a donc soumis à la ville et qui ont été pris en compte. Donc, on leur a soumis des préconisations également, l'inscription de nouvelles classifications dans le règlement urbain afin de vraiment protéger ces espaces-là en fonction des zones préconisées. Bon, on arrive à peu près sur les 50 minutes prévues. Donc, on vous remet l'adresse de la plateforme cartovégétation.fne-idf.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Il ne faut pas mettre https devant, sinon ça ne fonctionne pas. Vous rentrez juste cartovégétation.fne-idf.fr. Juste un petit remerciement pour les partenaires de ce projet, la région, l'ADEME, la Dryat, l'OFB et puis la Métropole du Grand Paris, ainsi que toutes les fondations qui nous ont rejoints, la Fondation Iris, Fondation UEM, Fondation Le Marchand, Léa Nature, Le Poids du Vivant, Tomorrow et la Fondation Une Goutte d'eau pour la planète, et puis le fonds Maupertuis qui nous a rejoints il y a pas longtemps. Et on remercie aussi 1% pour la planète qui œuvre pour mettre en lien les associations, en tout cas les projets en faveur de la transition écologique, et puis les mécènes. On est
est ouvert à vos questions. J'ai vu qu'il y avait quelques petites questions. Si jamais vous avez une question, je vous invite à lever la main et puis on vous donnera la parole. Alors, le nom, c'est François Loscheider. Je vais l'écrire dans le chat, mais je remonte un petit peu. Pour la trame verte, vous avez travaillé avec la CARPF, qui fait l'inventaire des trames vertes et bleues sur son territoire. Alors, je ne connais pas la CRPF et malheureusement, Jean-Charles Bocquet n'est plus là. On va noter, on va regarder des choses. Ah oui, les collègues de Jean-Charles Bocquet sont là. Peut-être qu'ils peuvent nous éclairer sur le ou la CRPF. Désolé, hein, je suis avec Jean-Charles Bocquet, Gérard Deville, là, mais j'ai pas d'informations particulières sur ça. D'accord. C'est la communauté d'agglomération de Roissy-Porte de France. Ok, merci. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Eric? Bon, en tout cas, on ira voir les travaux de la communauté d'agglomération de Roissy-Porte de France. Ok, je vous remercie, Eric. Quel est le coût de votre intervention? Effectivement, c'est une notion importante. Ça dépend de la superficie du territoire et plus la surface est grande, plus le tarif est intéressant. Il y a deux raisons à cela. Un, parce que c'est dégressif et deux, parce qu'en fait, pour prévenir des effets de bordure, c'est-à-dire quand on a un territoire administratif, les espèces, elles ne se limitent pas à ce territoire-là. Donc nous, on modélise toujours, on fait toujours des cartes qui sont plus grandes que le territoire. Donc quand on a ce territoire d'étude, on rajoute 4 km autour. Donc ça fait une surface qui est très grande. Et donc, si jamais on fait juste une commune, avec 4 km autour, ça rajoute une zone extrêmement grande, alors que quand il y a plusieurs communes, tout de suite, ça réduit un petit peu le coût individuellement. En gros, pour une commune, si jamais, parce que ça dépend aussi ce qu'on veut faire, en fait. Est-ce qu'on veut juste une carte? Est-ce qu'on veut un accompagnement, etc. Mais pour quelque chose comme le travail qu'on a fait avec Arcueil, donc où on les a accompagnés quand même sur plusieurs mois, on leur a fourni des données sur la végétation de leur territoire, sur les trames écologiques, donc sous-trame des milieux arborés, sous-trame des milieux ouverts. Et donc on a travaillé sur 4 groupes d'espèces. Il faut compter pour une commune entre 5 et 10 000 euros pour vous donner une fourchette. N'hésitez pas à prendre la parole si jamais vous voulez nous parler ou à nous partager une autre initiative intéressante. Donc vous êtes Monsieur Valenchon, ou Madame Valenchon, pardon. Ah oui, Joël, pardon, maire de La Chapelle en Vexin. Ok, très bien. Peut-être petit sondage, est-ce qu'il y a des collectivités qui ont un PLU, PLUI qui est en cours de révision ou de modification? Oui, Saint-Vite. Ok, on va noter ça. Magny-en-Vexin aussi, très bien. Ogny également. Ok, bon, écoutez, pour les personnes qui sont en train de travailler sur une modification et une révision de PLU, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez des informations. Pour en revenir sur les aspects financiers, si vous cherchez simplement à utiliser les données que vous pouvez trouver sur la plateforme, donc les données plutôt liées à la végétation, à la couverture du sol, aux indicateurs, sachez que c'est des données qui sont libres, que vous pouvez consulter sur la plateforme et télécharger directement. Si vous avez une personne qui s'occupe de la cartographie ou des SIG, il pourra récupérer les données directement et les utiliser. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. On s'adapte aussi en fonction de la taille des collectivités. On sait qu'il y a des collectivités qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres. C'est important pour nous de pouvoir proposer des accompagnements qui soient, on va dire, équitables. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir clôturer tranquillement. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On est ouvert à toute autre question. On peut aussi prendre du temps pour venir soit dans votre collectivité, soit en visio, vous présenter l'outil, vous parler un peu plus longuement de certains développements qu'on a pu faire. Il n'y a vraiment pas de problème. On sera très content aussi de lire si jamais vous avez des retours d'expérience, si jamais vous avez réalisé des cartographies de la trame verte de manière différente. N'hésitez pas à nous les partager et voilà, sachez qu'on peut s'adapter à pas mal de demandes différentes. Je remercie aussi Sophie d'avoir fait tout ce travail pour organiser cette réunion. Merci à toi Sophie aussi. Oui, et puis merci à vous d'être venus. Et puis vous pouvez facilement nous contacter soit en vous rendant sur notre site fne-idf.fr, soit en nous envoyant un mail antoine.lemanchec@fne-idf.fr ou cartovégétation@fne-idf.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi.